Québec, octobre 2023. Dans le calme du quartier Limoilou, l'horreur surgit sans prévenir. Daphné Jolivet, 19 ans, croise la route d'un agresseur de 16 ans. Ils ne se connaissent pas. Il n'y a aucun mobile. Juste une violence gratuite et absolue qui va briser une famille et traumatiser toute une ville. Bienvenue sur Traces perdues. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire Daphné Jolivet, un dossier qui interroge encore la justice en 2026. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir notre travail d'enquête. Pour bien comprendre l'ampleur de la tragédie qui a frappé la ville de Québec, il faut d'abord s'immerger dans l'atmosphère si particulière du quartier Limoilou à l'automne 2023. Ce secteur, historiquement ouvrier et aujourd'hui prisé pour sa mixité sociale et ses ruelles vivantes, est l'un des cœurs battants de la capitale. Ici, tout le monde se connaît ou finit par se croiser devant les façades de briques rouges. C'est un endroit où l'on se sentait, jusqu'à cette nuit d'octobre, protégé par une sorte de contrat social tacite. Pourtant, un climat d'inquiétude sourde commençait à s'installer. En quelques mois seulement, le quartier Maïzrette et Limoilou avaient été le théâtre de 3 homicides. Une concentration de violence inhabituelle pour une ville réputée être l'une des plus sécuritaires au monde. Les résidents commençaient à ressentir une fragilité nouvelle, une ombre qui planait sur les parcs et les commerces de proximité. Mohamed Gabouj, un voisin de la scène de crime, témoignera plus tard de ce sentiment d'insécurité grandissant, allant jusqu'à envisager de déménager pour protéger les siens. Cette série noire allait trouver son point de rupture le plus insoutenable avec l'affaire Jolivet, transformant une anxiété diffuse en un traumatisme collectif indélébile. Au centre de ce récit se trouve Daphné Jolivet. À 19 ans, elle représentait tout ce que le quartier avait de plus lumineux. Décrite par ses proches et ses collègues comme une jeune femme d'une patience remarquable et d'une bienveillance naturelle, elle n'était pas une simple résidente, mais une actrice engagée de sa communauté. Elle travaillait au centre communautaire Monseigneur Marcoux, un lieu pivot pour les familles du secteur. Olivier Mercier, le directeur du centre, se souviendra d'elle comme d'une employée dévouée, aimée de tous, qui incarnait la douceur. Pour sa famille, les Jolivet, Daphné était le pilier émotionnel, celle qui guidait sa sœur cadette Isabelle, laquelle la voyait comme son modèle absolu et son ange. Daphné était dans cette phase charnière de la vie, entre la fin de l'adolescence et les promesses de l'âge adulte, projetant une joie de vivre qui masquait parfois ses propres doutes sur l'avenir. Elle était l'enfant que tout parent rêve d'avoir, une jeune femme sans histoire dont la trajectoire était tournée vers l'aide aux autres et l'épanouissement personnel. Mais cette lumière allait croiser une trajectoire radicalement opposée, celle d'un adolescent de 16 ans dont l'ombre s'épaississait de jour en jour. Bien que son identité soit protégée par la loi, le portrait qui émerge de l'agresseur est celui d'un jeune homme déjà engagé sur une pente glissante. Avant cette nuit fatidique, il n'était pas un meurtrier, mais un adolescent dont le comportement commençait à alerter les autorités pour des délits plus mineurs, comme le vol et la conduite avec les capacités affaiblies. Ce qui terrifie les enquêteurs et les sociologues dans ce dossier, c'est l'absence totale de mobile rationnel. Il ne s'agit pas d'un crime passionnel, ni d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants qui gangrène parfois certains coins de la ville. C'est l'histoire d'un prédateur opportuniste. Le chef du service de police de la ville de Québec refusera d'ailleurs de parler de pur hasard, suggérant que si Daphné n'était pas visée personnellement, l'agresseur cherchait une vulnérabilité, une occasion, un lieu où frapper. Cette nuit-là, le suspect errait, porté par une pulsion violente et peut-être une altération de son jugement, cherchant une proie dans le calme trompeur des rues résidentielles. Il y avait aussi une troisième personne dans cette tragédie, un jeune homme de 16 ans, ami de Daphné, dont le nom reste également confidentiel. Sa présence au sous-sol de la résidence des Jolivet ce soir-là va transformer un meurtre déjà atroce en une scène d'héroïsme tragique. Ce garçon, qui n'était encore qu'un adolescent, allait faire face à une violence qu'aucun adulte ne devrait jamais connaître. Son rôle dans l'histoire est celui d'un survivant, mais aussi d'un témoin dont le courage a probablement empêché un bilan plus lourd encore. En tentant de désarmer l'intrus, il a agi avec un instinct de protection pure, subissant des blessures qui le marqueront à vie, tant physiquement que psychologiquement. Il est la victime vivante, celui qui porte en lui les derniers instants de Daphné et la fureur de l'assaillant.
Ensemble, ces trois jeunes gens au destin si différent allaient se retrouver liés à jamais par les événements d'une nuit qui a redéfini la notion même de danger au cœur de la ville de Québec. L'analyse forensique et les enquêtes qui suivront permettront de déconstruire les rumeurs qui ont pollué les jours suivant le drame. Certains ont voulu croire à une vengeance, à une histoire de représailles, parce que Daphné aurait aidé une amie à dénoncer une agression. C'était une manière pour la société de donner un sens à l'insensé, de se dire qu'une telle violence doit avoir une cause logique. Mais la police sera formelle. Il n'existait aucun lien. Cette conclusion est peut-être la plus difficile à accepter pour la communauté. Elle signifie que le mal peut frapper n'importe qui, n'importe où, sans raison. L'assassin n'était pas un ennemi connu, mais un étranger surgi de l'obscurité. Ce constat va plonger Limoilou dans une paranoïa légitime et forcer les institutions sociales à s'interroger sur les signes avant-coureurs qui auraient pu être manqués chez ce jeune agresseur. Comment un adolescent de 16 ans peut-il atteindre un tel degré de déshumanisation ? C'est toute la question qui hantera les audiences judiciaires jusqu'en 2026, opposant la vision d'un enfant récupérable à celle d'un criminel dont la dangerosité nécessite une exclusion définitive de la société. La nuit du 26 octobre 2023 s'installe sur le quartier Limoilou avec une banalité trompeuse. Pour la plupart des habitants de ce secteur de Québec, c'est une soirée de milieu de semaine, comme tant d'autres, où l'on se prépare lentement à affronter les derniers jours d'octobre. Pourtant, au sein de la résidence de la famille Jolivet, l'atmosphère de sécurité domestique est sur le point d'être pulvérisée par une intrusion d'une violence inouïe. Dans le sous-sol de la maison, Daphné Jolivet et un ami de 16 ans passent du temps ensemble, loin du regard des adultes, dans cet espace qui leur appartient et où rien de mal n'est censé arriver. Ils ne peuvent pas entendre les bruits feutrés de l'extérieur, ni deviner qu'un prédateur de 16 ans, dont le nom est aujourd'hui encore protégé par le système judiciaire, vient de pénétrer dans le périmètre de leur foyer. L'agresseur ne cherche pas d'argent. Il n'a pas de compte à régler avec les occupants. Il est mu par une pulsion prédatrice que la Cour qualifiera plus tard de délibérée et opportuniste. Armé d'un objet tranchant ou contondant, il s'engouffre dans la demeure avec une détermination qui glace le sang, franchissant le seuil qui sépare la paix citoyenne de l'horreur absolue. L'irruption de l'agresseur au sous-sol est immédiate et brutale. Le silence est rompu par le fracas de la confrontation. Le jeune homme de 16 ans présent avec Daphné comprend instantanément le danger mortel qui les guette. Dans un geste d'un courage inouï, il ne choisit pas la fuite, mais l'affrontement. Il tente désespérément de désarmer l'intrus, s'interposant entre le tueur et son ami. La lutte est sauvage, inégale, se déroulant dans l'étroitesse de la pièce. Le survivant subit des assauts répétés, des coups d'une violence extrême qui lui infligent des blessures, mettant sa vie en péril immédiat. Il s'effondre, incapable de poursuivre le combat, mais son intervention aura au moins eu le mérite de retarder l'inévitable. Désormais, Daphné Jolivet se retrouve seule face à l'assaillant. Ce qui se joue ensuite dans l'intimité profanée de ce sous-sol dépasse ce que l'esprit humain peut concevoir de plus sombre. L'agression n'est pas seulement physique, elle est sexuelle. L'accusé déchaîne sa fureur sur la jeune femme de 19 ans avec une cruauté méthodique. La qualification juridique de meurtre au premier degré, qui sera retenue plus tard, ne laisse aucun doute sur la nature de l'acte. Il s'agit d'une mort donnée dans le cadre d'une agression sexuelle, ce qui, aux yeux de la loi canadienne, représente le sommet de l'échelle de la criminalité. Daphné Jolivet rend son dernier souffle dans sa propre maison, victime d'un inconnu qu'elle n'avait jamais rencontré avant cet instant fatal. Après avoir commis l'irréparable, le meurtrier quitte les lieux avec une froideur déconcertante. Il ne se contente pas de fuir, il s'empare d'un véhicule, ajoutant le vol à son sillage sanglant. C'est ici que l'enquête va basculer grâce à un concours de circonstances presque irréelles. Alors qu'il s'éloigne de la scène du crime, l'adolescent de 16 ans attire l'attention d'une patrouille du service de police de la ville de Québec. À ce moment précis, les policiers ignorent tout du drame qui vient de se nouer à Limoilou. Ils interceptent le suspect pour une raison qui semble, à l'échelle de la soirée, totalement dérisoire. Il conduit avec les capacités affaiblies. C'est une simple intervention pour alcool au volant
qui va permettre de neutraliser le tueur seulement quelques minutes après son forfait. L'individu est arrêté, menotté et emmené au poste. Mais lors de l'interrogatoire ou de la fouille du véhicule volé, les agents découvrent des indices troublants. Des traces de sang, des objets suspects, ou peut-être les déclarations incohérentes du jeune conducteur, mettent les enquêteurs sur une piste beaucoup plus macabre. Les liens se tissent rapidement, et l'ordre est donné de dépêcher une équipe à la résidence des Jolivettes pour vérifier l'état des occupants. L'arrivée des premiers répondants sur les lieux du crime marque le début d'un traumatisme qui ne quittera jamais les policiers présents. En pénétrant dans le sous-sol, ils découvrent une scène de carnage. Le jeune survivant, grièvement blessé, s'accroche à la vie dans un état critique. Il est immédiatement pris en charge par les services paramédicaux et transporté vers l'hôpital, où son pronostic vital restera engagé pendant de longues heures. Mais pour Daphné Jolivet, il est trop tard. Son corps sans vie porte les stigmates d'une violence qu'aucune explication rationnelle ne peut justifier. L'annonce de la découverte foudroie le quartier. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Une jeune femme aimée de tous a été tuée chez elle. Le périmètre de sécurité se déploie. Les rubans jaunes de la police délimitent désormais la zone où l'innocence a été sacrifiée. Le directeur du SPVQ décrira plus tard la résolution rapide de l'enquête comme un succès. Mais c'est un succès au goût de cendre. Sans cette arrestation fortuite pour conduite en état d'ébriété, combien de temps aurait-il fallu pour retrouver le coupable ? Le hasard a permis de mettre un nom sur le visage du mal, mais il n'a rien pu faire pour empêcher l'irréparable. L'enquête forensique commence alors, minutieuse et exhaustive. Chaque centimètre carré du sous-sol est analysé. Chaque empreinte génétique est prélevée pour bâtir un dossier d'une solidité inattaquable. Le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale travaillera d'arrache-pied pour confirmer ce que tout le monde redoute. L'accusé est bel et bien l'auteur unique de cette boucherie. Pendant ce temps, les rumeurs les plus folles circulent dans Québec. On parle de vengeance, de représailles liées au courage de Daphné qui aurait encouragé une amie à dénoncer une agression. Mais les enquêteurs vont systématiquement déconstruire ces théories. Les faits sont là, bruts et terrifiants. Il n'y avait aucun lien. L'adolescent n'était pas un justicier ou un vengeur, mais un prédateur. Cette absence de mobile rend l'affaire encore plus insupportable pour la population. Si Daphné a pu être ciblée sans raison, alors personne n'est à l'abri. Cette nuit du 26 octobre 2023 devient le point de départ d'une réflexion nationale sur la violence juvénile extrême, sur ces jeunes qui, sans avertissement, basculent dans l'horreur la plus totale. Alors que le survivant commence son long et douloureux chemin vers la guérison physique, la famille Jolivet entre dans le tunnel d'un deuil sans fin, tandis que l'accusé, enfermé dans son box, attend de voir si la justice le traitera comme l'enfant qu'il était légalement ou comme l'adulte criminel qu'il est devenu par ses actes. L'arrestation du suspect pour un motif aussi trivial qu'une conduite, avec les facultés affaiblies, a immédiatement plongé les enquêteurs du service de police de la ville de Québec dans une course contre la montre. Il fallait transformer un hasard fortuit en une preuve juridique irréfutable. Dans les jours qui ont suivi, alors que la ville de Québec pansait ses plaies, une théorie s'est emparée de l'opinion publique et des réseaux sociaux. On murmurait que Daphné Jolivet n'avait pas été choisie au hasard. Des rumeurs persistantes suggéraient que la jeune femme avait été ciblée en représailles pour avoir encouragé une autre jeune femme à dénoncer une agression sexuelle. Cette version des faits, bien que tragique, offrait une forme de logique rassurante à la population. Si l'acte était une vengeance, alors le citoyen ordinaire restait en sécurité dans son anonymat. Cependant, le travail méticuleux des enquêteurs a rapidement balayé cette hypothèse. L'analyse exhaustive des communications, des cercles sociaux et du passé de l'accusé a révélé une réalité bien plus terrifiante. Il n'existait absolument aucun lien, ni de près ni de loin, entre l'agresseur et ses victimes. Daphné Jolivet n'était pas morte pour son courage ou ses convictions. Elle était morte parce qu'un prédateur opportuniste avait trouvé une porte ou une fenêtre d'opportunité. Cette conclusion a glacé la communauté de Limoilou, confirmant que l'horreur était purement arbitraire. Le dossier d'enquête s'est consolidé grâce à une collaboration étroite avec le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Les preuves biologiques retrouvées sur la scène de crime
et dans le véhicule volé par le suspect ne laissait aucune place au doute. L'ADN est devenu le témoin silencieux de la fureur qui s'était déchaînée au sous-sol des Jolivet. La solidité de ces preuves forensiques a été le pilier central de la stratégie de la couronne, rendant toute défense sur les faits quasiment impossible. Pendant que la police accumulait les preuves matérielles, le système judiciaire devait composer avec une réalité complexe, l'âge de l'accusé. Au moment des faits, le meurtrier n'avait que 16 ans. En vertu de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, son identité était protégée par une ordonnance de non-publication stricte. Il n'était pas un criminel au sens médiatique habituel, mais un adolescent, protégé par un cadre légal dont la philosophie première est la réhabilitation. Cette protection juridique a créé un mur entre le public et l'auteur du crime, alimentant un sentiment d'injustice chez ceux qui réclamaient que son visage et son nom soient jetés en pâture à l'opprobre général. L'évolution du statut carcéral de l'accusé a marqué une étape symbolique forte dans le temps long de la procédure. Initialement détenu dans un centre jeunesse, un lieu conçu pour l'encadrement et l'éducation de mineurs en difficulté, il a finalement été transféré dans un établissement de détention pour adultes en décembre 2024. Ce transfert n'était pas seulement une mesure administrative liée à sa majorité imminente, mais le signe avant-coureur du débat juridique à venir. Dans les couloirs froids de la prison pour adultes, le jeune homme de désormais 19 ans a dû attendre son heure, loin du confort relatif des structures pour mineurs. C'est dans ce contexte de tension qu'est survenu le point de bascule de mai 2025. Contre toute attente, l'accusé a décidé de plaider coupable à l'ensemble des chefs d'accusation: meurtre au premier degré, agression sexuelle armée, tentative de meurtre et voies de fait graves. Ce plaidoyer a été accueilli comme un soulagement immense pour les familles. En avouant, l'accusé évitait aux survivants et aux parents l'épreuve d'un procès de plusieurs semaines où chaque détail scabreux, chaque photo de la scène de crime et chaque seconde de l'agonie de Daphné aurait été exposé devant une cour de justice. Dans le box des accusés, la tête basse, il a écouté le résumé des faits, acceptant son sort sans un mot, laissant derrière lui une salle d'audience pétrifiée par la noirceur du récit. Dès lors, le véritable affrontement judiciaire a pu commencer, se cristallisant en ce mois de janvier 2026 sur une question fondamentale. Quelle peine pour un enfant capable de tels actes? Le fossé entre les deux solitudes juridiques est vertigineux. D'un côté, le ministère public réclame l'assujettissement à une peine pour adultes. La procureure de la Couronne argumente que la gravité extrême des crimes et la maturité apparente de l'agresseur lors de la prédation dépassent ce que le système juvénile peut offrir. Si le juge accède à cette demande, l'accusé sera condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Pour la société, cela signifierait que cet individu ne pourrait fouler à nouveau le sol de la liberté avant l'âge de 41 ans, restant sous le contrôle des autorités correctionnelles jusqu'à son dernier souffle. Pour la Couronne, c'est la seule réponse proportionnelle à l'horreur subie par Daphné et son ami. De l'autre côté, la défense se bat pied à pied pour que l'accusé reste sous le régime de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Les avocats invoquent l'immaturité cérébrale, la capacité de changement propre à la jeunesse et les rapports psychiatriques suggérant que le parcours criminel n'est pas irréversible. Dans le système juvénile, la peine maximale pour un meurtre au premier degré est de 10 ans, se décomposant en 6 ans de garde fermée et 4 ans de surveillance dans la communauté. Pour la famille Jolivet, cette perspective est insoutenable. L'idée que le meurtrier de leur fille puisse être de retour dans les rues de Québec, alors qu'il n'aurait même pas 30 ans, est perçue comme une seconde agression, une insulte à la mémoire de Daphné. Ce débat dépasse le simple cadre de l'affaire Jolivet. Il interroge le Québec sur sa capacité à punir ses enfants lorsqu'ils se comportent comme des monstres et sur la limite de sa compassion envers ceux qui ont tout détruit sans une once d'hésitation apparente. Les portes du tribunal, en ce début d'année 2026, se sont ouvertes sous un poids qu'aucune balance de justice ne pourrait mesurer avec précision. L'air dans la salle d'audience était chargé, dense d'une attente de près de 3 ans, le temps qu'il aura fallu pour que la douleur puisse enfin être verbalisée face à celui qui l'a causée.
Le processus judiciaire, qui n'avait été jusqu'ici qu'une succession de termes techniques, de dates et de protocoles forensiques, a laissé place à ce qu'il y a de plus brut et de plus dévastateur dans l'expérience humaine, le deuil traumatique. Le moment des déclarations d'impact des victimes n'était pas une simple formalité procédurale. C'était l'unique instant où le système permettait aux survivants de regarder le mal dans les yeux et de tenter de décrire l'immensité du vide laissé par sa fureur. Marie-Claude Grenier, la mère de Daphné, s'est approchée du micro avec la fragilité d'une femme brisée 1000 fois, mais avec la force de celle qui devait être la voix de sa fille, celle qui ne peut plus crier justice. Marie-Claude n'a pas utilisé de mots tendres pour décrire ce que sa famille traverse depuis cette nuit d'octobre 2023. Elle a parlé d'un tsunami, une métaphore de destruction totale et soudaine qui n'a laissé aucune pierre debout dans leur existence. La mère a décrit un quotidien marqué par des pleurs ininterrompus durant toute la première année, une douleur physique se manifestant comme un poids sur la poitrine, de plus en plus lourd à chaque réveil. Dans son récit, elle a énuméré le spectre des émotions qui composent désormais sa nouvelle identité. Un mélange corrosif de tristesse, de dégoût, de colère, de frustration et une anxiété qui a transformé son propre foyer en un lieu de vigilance constante. Le sentiment d'injustice, selon elle, est quelque chose qui les gruge de l'intérieur. Une sensation que l'ordre naturel des choses a été violé de manière si barbare qu'aucune sentence, aussi sévère soit-elle, ne pourra restaurer l'équilibre de son âme. Elle a fixé le box des accusés, où le jeune homme de désormais 19 ans restait la tête basse et a exprimé une colère qu'elle qualifie d'indescriptible, la haine d'avoir vu sa vie et celle de sa fille fauchée par un caprice pervers. Sébastien Jolivet, le père, a apporté le récit d'un homme qui a vu l'identité même de sa famille être annihilée. Il a rappelé leur vie d'avant, celle d'une famille sans histoire, un terme qui, dans le contexte policier, signifie la sécurité, la paix et la normalité. Cet anonymat heureux leur a été volé, remplacé par une notoriété tragique qu'ils n'ont jamais recherchée. Pour Sébastien, la plus grande torture réside dans l'impossibilité du futur. Dans son témoignage, il a expliqué comment chaque jour qui passe, alors qu'il devrait être un pas vers la guérison, est en réalité perçu comme un jour de plus qui les éloigne du dernier moment vécu avec Daphné. C'est une inversion tragique du temps, où l'avenir n'est plus un lieu d'espoir, mais un horizon redouté, car chaque nouvelle étape, chaque anniversaire et chaque Noël n'est qu'un rappel cruel de la chaise restée vide. Le père a décrit la destruction de leur vie familiale comme un acte de vandalisme émotionnel, où l'agresseur n'a pas seulement tué sa fille, mais a condamné tous ceux qui l'aimaient à une peine de souffrance perpétuelle. La voix d'Isabelle Jolivet, la sœur cadette, a résonné dans la salle avec la pureté et le cœur brisé de celle qui a perdu non seulement une sœur, mais son plus grand modèle. Elle a qualifié Daphné d'ange, de complice de chaque instant. La perte d'Isabelle, c'est la perte de l'innocence et de la transmission fraternelle. Elle a prononcé une phrase qui a réduit au silence les observateurs les plus endurcis. Tout est différent depuis que Daphné est partie. Elle est partie avec son sourire. Pour la jeune sœur, le crime n'a pas seulement volé une vie biologique, il a dérobé la joie de vivre de ceux qui restent. Elle a décrit la difficulté de grandir à l'ombre d'une tragédie aussi immense, de tenter de trouver son propre chemin, tout en portant le fardeau d'être la survivante d'une famille dévastée. Le témoignage d'Isabelle a montré que les ondes de choc d'un homicide s'étendent sur des générations,